bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce live, pour cette conférence sur la puissance du storytelling. Alors, donc, moi, je me présente, je m'appelle Sébastien Foury et cette soirée est organisée par Prism Business et par mon ami Darren qui est derrière le clavier, il n'est pas très très loin d'ici. Et c'est lui qui va gérer un petit peu toutes les questions que vous allez pouvoir envoyer, parce que vous allez pouvoir, bien entendu, participer. Et déjà, je vous invite tout de suite à mettre dans le chat un petit peu d'où est-ce que vous venez. Voilà, est-ce qu'on a des gens un petit peu du sud, du nord? Est-ce qu'on a des gens de Marseille, de Paris, de Reims peut-être un petit peu, région. Alors mettez un petit peu dans le chat, savoir un petit peu d'où est-ce que vous venez. Et puis pendant que vous faites tout ça, eh bien, je vais commencer à vous parler d'une association, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. On a organisé cette soirée pour une association à laquelle vous pouvez faire un don. Donc vous allez avoir un petit bandeau en dessous qui va s'afficher avec le nom de cette si vous pouvez aller faire un don, voilà, pour cette association. Et rapidement, comment ça s'est passé? Eh bien, Kandaren m'a proposé de faire cette conférence pour une association. Il ne m'a pas spécifié au départ pour laquelle c'était. J'ai dit oui, moi, aucun souci, avec plaisir. Et puis, il m'envoie le lien de cette association. Donc, je vois All is Friend. Là, je clique et j'arrive donc sur cette fondation, sur cette association de sauvetage animalier. Et il se trouve que mon épouse est en pleine reconversion professionnelle et qu'en ce moment même, elle fait une formation pour être dresseur comportementaliste canin et qu'elle s'intéresse à comment ouvrir un refuge. Voilà, donc cette conférence sur le storytelling commence déjà par une histoire, parce qu'en effet, ça a été cette rencontre un petit peu inattendue quand j'ai vu que c'était pour cette association. Et ben, je me suis dit, ben voilà, c'était un signe, il fallait que je sois là ce soir avec vous pour cette association. Donc merci beaucoup d'être là. Et on va commencer tout de suite par un petit apéritif. Alors, vous êtes tous devant vos caméras et je voudrais vous demander de faire quelque chose ensemble. On va faire c'est une petite illusion optique pour l'apéritif. Je vais vous demander de tous mettre vos doigts comme ceci, juste, voilà, sur les sourcils. Voilà, faites-le vraiment. Voilà, tout le monde, ouais, ouais. Vous inquiétez pas, on ne vous voit pas à l'écran, il n'y a que moi qu'on voit. Mettez les doigts comme ça. Et là, vous allez tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, éloigner vos doigts comme ça. Vous continuez à regarder devant. Vous ne regardez pas vos doigts, vous continuez à regarder droit devant. Juste, vous écartez un petit peu les doigts comme ça et vous écartez un tout petit peu. Voilà. Et en écartant un tout petit peu, vous allez voir que vous allez voir une petite saucisse volante, une petite knacky volante comme ça, juste comme ça. Vous allez pouvoir la voir comme ça, c'est rigolo. Et puis si vous regardez vraiment, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une vraie petite knacky pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'imagination. C'est pas mauvais. Et c'est le moment de l'apéritif. Donc c'était une façon de commencer cette petite conférence. Alors, juste avant de commencer, je vous propose un petit défi. Alors, je me présenterai après, mais j'aime bien les petits défis et je commence toujours mes conférences comme ça. Ici, il y a une petite enveloppe, un point d'interrogation, et à l'intérieur, il y a soit une fourchette, soit une cuillère. Alors, on va prendre une personne, je vois qu'il y a sur le chat Kylian Graphine. Alors, Kylian Graphine, c'est toi qui vas avoir, ou Graffin, je ne sais pas, tu vas avoir la responsabilité de cette conférence. Je t'explique. Il y a ici à l'intérieur de ce petit sachet soit une cuillère, soit une fourchette. Dans un instant, je te demanderai de choisir l'un ou l'autre. Si tu me dis fourchette et que c'est une cuillère, ou si tu dis cuillère et que c'est une fourchette, je m'engage ici devant tout le monde à me déconnecter. Et donc, du coup, vous serez connecté pour rien et vous passerez une autre soirée qu'une soirée sur le storytelling. Par contre, si ça match, si tu dis fourchette et que c'est une fourchette, si tu dis cuillère et que c'est une cuillère, à ce moment-là, eh bien, on continuera la conférence ensemble. Et donc, je vais te demander, Kylian, maintenant, de choisir cuillère ou fourchette. Tu l'envoies dans le chat. Darren va l'envoyer et on va voir. Alors, on attend Kylian. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Cuillère. Ah,
Kylian a mis cuillère. Alors, je ne sais pas si on va passer une soirée ensemble ou si vous allez passer une soirée tout seul. Si on regarde à l'intérieur, ce soir, j'avais mis une cuillère. Et donc, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on va continuer la soirée ensemble. Et c'est pour ça qu'on commence tout de suite. Alors, le storytelling. Je ne sais pas si beaucoup savent ce que c'est. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Durant le déroulé de la conférence, voilà comment ça va se passer. Je vais vous expliquer ce que c'est que le storytelling et pourquoi ça marche. Peut-être que quand vous avez un contact avec les clients, quand vous parlez un petit peu de vos produits, vous avez du mal un petit peu à en parler. Vous n'arrivez pas à trouver les mots, à organiser votre pensée. Et on va voir un petit peu donc comment ça marche et surtout pourquoi ça marche. On va voir également les différentes approches et comment raconter des histoires. Je vais vous donner de vrais outils pour ça, des vraies méthodes. Et puis également, je vous donnerai à la fin quelques petites clés, quelques petits tips pour un bon storytelling. Alors, avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez quel est le cadeau qui est le plus offert aux enfants de 8 à 10 ans? Le cadeau qu'on trouve le plus aux anniversaires et au pied des sapins de Noël. Ce cadeau-là, la plupart des enfants le mettent au fond d'un placard. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'avais 8 ans, on m'a offert ce cadeau-là. Et le seul souvenir que j'en ai, c'est une photo que m'a donnée ma mère avec je tiens ce cadeau-là. Et ce cadeau-là, c'est une boîte de magie. La plupart des enfants prennent la boîte de magie et la mettent au placard. Moi, j'ai redécouvert la magie plus tard. Quand mon fils avait 2 ans, j'ai acheté un tour de magie pour l'amuser à lui. Ça m'a amusé à moi, ça a amusé mes amis. Et du coup, ça a complètement changé ma vie. J'ai commencé à faire des prestations, j'ai très vite commencé à tourner un petit peu professionnellement et très vite, j'ai un peu tourné en rond. J'étais un montreur de tours, je faisais des petites prestations, on va dire, dans mon entourage, mais je commençais à tourner un peu en rond, il ne se passait pas grand-chose. Et un jour, c'est Émilie qui m'a contacté pour faire une prestation sur de la magie sur le thème du vin. Elle travaillait pour Terre de Mistral et ils ont voulu faire de la magie sur le thème du vin. C'était la première fois que je faisais de la magie un petit peu différente. Et du coup, comme je parlais aux gens de quelque chose qui les intéressait, eh bien à ce moment-là, ça a complètement changé. Ça a complètement changé ma façon de voir la magie. Parce que j'ai commencé à écrire des textes, j'ai commencé à écrire des histoires, à trouver des thèmes. Ensuite, petit à petit, j'ai continué à travailler cette forme de magie-là. Et puis, en 2009, j'ai intégré l'équipe de France de magie. En 2016, j'ai travaillé pour l'UEFA et pour la Coupe d'Europe en créant des effets en magie digitale. Donc là aussi, il a fallu que je crée des histoires autour du football. Et puis, depuis, je me suis formé en storytelling. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je partage pour effectivement raconter des histoires. Alors, plus récemment, en 2020, donc avec Jeff, mon partenaire, on a créé Artist Marketing. Et donc, c'est une société avec laquelle on propose donc du copywriting, du personal branding, du storytelling et un petit peu tout ce qui finit en ing. Voilà, s'il y a quelque chose qui finit en ing, bah vous dites que voilà, on fait le jogging, tout ce qui est bowling, tout ça, on fait tout ça. Et voilà, et donc ce soir, on va parler de quelque chose qui termine en ing, le storytelling. Et là, pour le coup, c'est parti. Alors, le storytelling, c'est quoi? On a tendance à dire que c'est raconter des histoires. À mon sens, ça n'est pas que ça. C'est quelque chose qui est très développé aux États-Unis et aujourd'hui, en France, c'est en train de se développer avec toute l'approche marketing. Mais si on peut dire que le storytelling, c'est un ensemble de compétences et de techniques qui permettent de raconter des histoires, moi je dirais que dans le milieu d'entreprise, il faudrait rajouter raconter des histoires au service d'une stratégie. Parce que ce n'est pas raconter des histoires juste pour raconter des histoires. Il y a forcément un objectif derrière. Il y a la volonté de parler de soi pour peut-être mieux se vendre ou en tout cas se vendre différemment. C'est surtout ça qui me semble intéressant. Et on sait aujourd'hui que notre cerveau, il est complètement programmé pour écouter des histoires, pour se raconter des histoires. On a fait des expériences sur des personnes qui avaient des pathologies et on a vu que des personnes, il y a par exemple une pathologie qu'on appelle l'anosognosie, c'est un nom un petit peu barbare, mais l'anosognosie, c'est les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont malades. Ils n'ont pas conscience de leur propre maladie, ce qui fait qu'ils s'inventent des histoires. Et on s'est rendu compte que même le cerveau sain se raconte des histoires parfois. Et donc, on a un cerveau qui est déjà programmé pour se raconter des histoires. Nos ancêtres le faisaient au coin du feu, et nous, on le fait derrière nos claviers et pour faire nos pitchs de vente.
Alors, le storytelling, pourquoi? Pourquoi utiliser le storytelling? Alors, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. On peut l'utiliser pour du mailing, par exemple. On peut l'utiliser pour une page de vente. On peut l'utiliser pour les réseaux sociaux. On peut l'utiliser pour faire son pitch. On peut l'utiliser pour énormément de choses. Et surtout, ça permet de parler de soi. Et donc, ça permet d'être totalement unique. Hop, je vais revenir sur la diapo. Voilà. Ça permet d'être totalement unique et de parler essentiellement de soi. Par exemple, on a des marques comme Burger King qui s'est complètement différencié des autres en étant sur le ton de l'humour et puis en se plaçant vraiment au-dessus des autres. On l'a vu pour la Saint-Valentin, par exemple, ils ont fait une campagne en disant voilà, tous ceux qui ont commandé Burger King à la Saint-Valentin, même nous, on ne cautionne pas. Pour le 1er avril, ils ont fait des livraisons, tout ce qui était les livraisons à domicile. Ils ont fait les livraisons dans des sacs McDonald's. Et puis, ils ont fait, dedans, il est marqué on vous a bien eu avec tout ce qui était Burger King à l'intérieur. Donc, Burger King, c'est vraiment positionné avec de l'humour, de la proximité avec ses clients. Et puis en même temps, ça leur permet de se positionner au-dessus des autres. Récemment, il m'est arrivé quelque chose d'assez étonnant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà cliqué sur le bouton passer la publicité quand vous regardez une publicité sur Facebook. Hein, ignorer la publicité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je pense que c'est l'expérience la plus partagée sur YouTube. C'est ça, on clique tous dessus. Et il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas cliqué. Je suis allé au bout de la pub. Et à la fin de la pub, j'ai cliqué sur la publicité. Donc, et comme ça m'est arrivé, ben justement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu après en arrière. Je me suis dit, tiens, pourquoi je suis allé jusqu'à cliquer sur le site? Et en fait, c'est parce qu'il y avait toute une histoire, tout un storytelling qui m'a amené donc dans un univers. Et je vais même plus loin. C'est un site qui fait des baskets recyclées. Et quand je suis arrivé sur le site, c'est des baskets qui coûtent dans les 130 €. Je n'ai jamais mis plus de 70-80 € dans une paire de baskets. Et là, quand je suis arrivé sur le site avec des baskets à 130 €, elles me paraissaient pas chères. Elles me paraissaient pas chères. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu la publicité, quand j'ai vu toute l'histoire de ces baskets, c'est recyclé, c'est des petites mains qui font ça, c'est des gens qui travaillent dans une petite usine, c'est à Marseille, donc c'est du made in France. Ils récupèrent plein de bouteilles avec un bateau et puis ensuite ils fabriquent ses chaussures avec. Quand on sait tout ça, et qu'on arrive à la fin sur le prix, on sait déjà que le prix, c'est pas 20 € parce que il y a déjà plein d'images qu'on a en tête. Alors, justement, à propos de la valeur perçue et de la valeur réelle, souvent, on a tendance à montrer la valeur réelle aux gens. C'est bien la valeur réelle. Sauf que si vous montrez d'abord la valeur réelle, les gens, ils vont voir tout de suite le prix. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, derrière la valeur réelle, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a, eh bien, la valeur perçue. Et oui. Et le storytelling, c'est quoi? Le storytelling, c'est raconter une histoire pour que les gens ne voient pas tout de suite la valeur réelle et que les gens voient en premier la valeur perçue. Et si les gens voient d'abord la valeur perçue, eh bien forcément, ça va leur paraître beaucoup moins cher. Alors, pour ça, eh bien, il y a plein de possibilités, notamment celle de mettre en avant vos valeurs pour attirer les bonnes personnes, celles qui vont être intéressées par vos produits. Alors, on va passer à la diapo suivante. Je rebascule en petit, de manière à ce que vous voyez bien. Voilà, très bien. Alors, comme je le disais, le storytelling, pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Donc ça, c'est une phrase de Simon Sinek que j'utilise énormément parce que je trouve que c'est une phrase qui me touche beaucoup. Dès qu'on vend quelque chose, dès qu'on propose un service, on se rend compte qu'en fait, les gens n'achètent pas ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Si les gens achètent Apple, c'est parce que ça signifie quelque chose chez eux. Il faut savoir que tous nos choix, toutes nos décisions sont émotionnelles, principalement émotionnelles. Tout ce qui est rationalité, ça vient ensuite. Je vais vous poser une question, on va voir un petit peu quelles sont les réponses qui viennent. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée du nombre de décisions que nous prenons par jour? Quand je parle de décisions, c'est toutes les décisions, c'est-à-dire le matin, on décide de se lever, on décide de tendre la main pour faire ceci, on décide de tendre la main pour prendre le bol, on décide de serrer un peu plus pour prendre le bol ou de serrer un petit peu moins. Voilà, toutes les décisions par jour. Alors, allez-y sur le chat,
On va regarder un petit peu combien de décisions par jour à peu près. Il y a un petit décalage, donc je vais attendre un peu. Dites-moi. Alors oui, 500, c'est pas mal. 500, c'est déjà, ce serait déjà pas mal, ce serait déjà beaucoup. On est à 100 pour Cyril, 1000, ah carrément, on est à 100. Alors les dernières recherches en neurosciences, je vous donnerai des références pour tout ce qui est neurosciences, mais vous pouvez aller chercher, même en le tapant tout simplement sur Google. On prend en moyenne 35 000 décisions par jour. 35 000 décisions par jour. C'est énorme. Imaginez bien que si on prend 35 000 décisions, il est totalement impossible de toutes les rationaliser, de toutes les penser et de toutes les conscientiser. Ça veut dire qu'il y a une grande majorité de décisions qui sont prises de façon inconsciente. Dire la décision de gérer la température de notre corps, on ne le fait pas consciemment. Ça, c'est une partie de notre cerveau qui gère ça de façon complètement automatique. La plupart des choses sont automatiques. Et donc, 35 000 décisions, on ne peut pas toutes les maîtriser. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont émotionnelles, qui ne passent pas par le conscient. Et c'est pour ça que ça va toucher les gens. Je vais vous prendre un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait ramoner mon conduit de gaz. Et la personne qui est venue, a priori, c'est un ramoneur. On se dit pourquoi raconter des histoires, pourquoi faire du storytelling. C'est pas quelque chose de très qui fait forcément rêver. Et puis bon, le gars est venu, c'était un petit peu le hasard. Il se trouvait qu'il fallait que je le fasse nettoyer, donc j'ai pris son service. Et puis quand il m'a donné le tarif, je suis allé regarder un petit peu après. Et j'ai vu que le tarif était un peu plus élevé que la moyenne. Il était à peut-être 20 ou 30 euros de plus que d'autres sociétés. Mais bon, le gars avait déjà appelé le ramoneur, le vieux monsieur était en train de faire le travail. Et puis ce vieux monsieur qui était ramoneur, qui devait avoir une soixantaine d'années, et puis il termine son travail, et puis je lui demande un petit peu comment il en est venu là, comment il en est venu au métier de ramoneur. Et là, il me dit ah mais moi, dès que j'ai pu, j'ai arrêté l'école et j'ai fait ramoneur. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu le film Mary Poppins. Et depuis, eh bien, je fais ce métier-là et je suis heureux. Et ce monsieur-là, il avait les yeux qui brillaient, il avait un grand sourire. Et ben, je peux vous dire que la prochaine fois que je ferai appel à quelqu'un, ben, je vais faire appel à cette société-là. Pourquoi? Ben, parce que à un moment donné, le gars m'a touché dans sa façon de parler de son métier. Et je préfère faire travailler un gars comme ça qui fait son métier avec plaisir, plutôt que quelqu'un qui va venir et qui va me dire qu'il a la brosse XP 228 qui va passer dans tous les coins et qui est hyper technique. Ben voilà, moi ce gars-là, il m'a touché. Et donc, si demain je dois travailler avec quelqu'un, ce sera probablement avec lui. Autre exemple sur la rationalité, quand on demande, il y a eu une expérience qui avait été faite qui était drôle. On avait demandé à des clients de Porsche, on leur a dit voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer chez Porsche? Et les gens disaient, ah, il faudrait un coffre plus grand, il faudrait des sièges un peu plus confortables, il faudrait qu'on ait un peu plus de place pour les pieds, il faudrait que ce soit un peu plus haut, il faudrait. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dessiné un scénic. C'est-à-dire que si on demande aux gens de rationaliser, eh ben, ils vont dessiner quelque chose de confortable. Alors qu'en fait, émotionnellement, qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, ceux qui veulent un véhicule un peu chic, qui va vite, qui est un peu tape à l'œil, ben, ils veulent une Porsche. Et ils veulent pas un Scénic. Donc voilà, pensez ça, toutes nos décisions, la plupart, la grande majorité sont émotionnelles. Alors, pourquoi ça marche? Justement parce que c'est émotionnel. Et donc, on va voir différentes raisons pour lesquelles le storytelling fonctionne. Première, le concept de par excitation. Alors, le par excitation, c'est un concept freudien c'est une sorte de pare-feu en fait qu'on a dans notre cerveau, qui fait que quand on a un argument, quand on entend un argument, on a tendance à aller chercher le contre-argument. On est d'accord? Face à une personne comme ça, on a toujours le oui mais. Est-ce que vous avez déjà fait des repas de famille? On est d'accord que dans le repas de famille, il y a toujours quelqu'un, si vous commencez à aller sur des sujets un petit peu, si vous commencez à aller sur de la politique ou sur de l'écologie ou sur des sujets un peu sensibles, il y a toujours quelqu'un. Oui, mais voilà, on est toujours dans le oui, mais. C'est le concept de par excitation, c'est-à-dire que c'est cette volonté de toujours trouver un argument, un contre-argument, et c'est l'escalade, et ça avance pas à grand-chose. Donc, argumenter, ça va pas servir à grand-chose. Ce qui va fonctionner, c'est plus l'empathie. Et donc là, je vais vous parler un petit peu des neurones miroirs. Les neurones miroirs, ils ont été découverts dans les années 90 et on s'est rendu compte que déjà tout petit, les enfants, les bébés,
avait tendance à imiter les adultes. Et puis à partir de 6, 7, 8 ans, et bien à ce moment-là, cette imitation, en fait, elle est contrôlée, mais ça active quand même les zones du cerveau. Il faut savoir que quand quelqu'un joue au basket et quand quelqu'un regarde un match de basket, ce sont les mêmes zones qui sont activées. Un joueur de basket qui joue au basket et un joueur de basket qui va se regarder en vidéo, il va activer les mêmes zones du cerveau. En judo, il y a des personnes qui ont travaillé sur de la rééducation avec des combats mentaux. C'est-à-dire que pour ne pas perdre la coordination, eh bien, les judokas qui étaient en convalescence faisaient des combats mentaux, alors guidés avec quelqu'un qui leur disait, voilà, tu attrapes en haut, hop, tu fais ceci, tu fais telle technique, et ça permettait de garder une bonne coordination. En fait, pourquoi? C'est parce que le cerveau, pour s'adapter, en fait, on vit des expériences. Et vous savez comme moi, quand on vit une expérience, c'est ça qui va nous faire progresser, c'est ça qui va nous faire avancer. Et on le voit avec nos enfants, on a beau essayer de leur faire partager notre expérience, ils n'écoutent pas. Tant qu'ils n'ont pas essayé, tant qu'ils n'ont pas vécu leur propre expérience, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il faut vivre l'expérience. Et le cerveau, quand il entend une histoire, il se projette et il se dit, ben tiens, si j'avais vécu cette histoire, si j'avais été dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment je réagirais? Il se prépare, en fait. C'est une façon de se préparer à l'avenir. Et du coup, quand on raconte une histoire, eh bien, c'est la personne qui va elle-même tirer les conclusions de cette histoire. Et c'est elle qui va se convaincre elle-même. Pourquoi? Parce que ça permet de créer des images fortes. Quand la personne, dans une histoire, elle a une image qui la marque, ça va la faire réfléchir et elle va elle-même tirer ses propres conclusions. Je vais vous donner 2 images ce soir. Vous en faites ce que vous voulez, je ne vais pas donner de conclusion, c'est vous qui tirerez vous-même les conclusions de ces histoires. Mais c'est des images fortes qui, moi, m'ont marqué. On m'a longtemps parlé de la pollution, notamment de la pollution maritime. Et c'est vrai, il ne faut pas jeter des bouteilles dans l'eau, il ne faut pas polluer la mer. On en a parlé pendant très longtemps. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'ai entendu une personne qui m'a donné un chiffre qui m'a fait réfléchir. En 2050, il y aura plus de plastique dans l'eau que de poissons. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Je vous assure que cette image-là, elle est restée gravée dans ma tête et elle a été beaucoup plus parlante que tout ce qu'on m'a raconté avant. L'autre image que je vais vous donner, pareil, je vais vous la laisser, vous en faites ce que vous voulez, j'espère qu'elle va vous faire réfléchir aussi. Pareil, depuis que je suis petit, mes parents, mes amis, tout le monde me parle, on parle tous de l'eau potable, du problème qu'en effet, quand on manque d'eau potable, c'est un vrai problème. Il y a des pays dans lesquels c'est dramatique. Et donc, il ne faut pas gaspiller l'eau, il faut faire attention. Alors, on m'a toujours dit, laisse pas couler l'eau, laisse pas couler le robinet, fais attention, fais ceci. Et un jour, j'ai un ami qui s'appelle Erwin, qui est un magicien canadien. Un jour, cet ami-là, on fait une soirée ensemble et puis il sort des toilettes. Et là, il me regarde, il me dit, tu te rends compte, il y a des pays où les gens ils meurent de soif et nous, on pisse dans l'eau potable. Ben, cette image-là, je vous assure qu'elle m'a marqué et ça doit faire 6 ou 7 ans qu'il m'a sorti cette phrase-là et je ne l'ai pas oubliée. Donc quand dans votre histoire vous avez des images fortes, les gens vont s'en rappeler. Un argument, on va l'oublier. Par contre, une image forte, on va la garder. Et en plus, ça va donner du sens. Ça va donner du sens et donc ça va permettre de construire tout un cheminement pour que la personne arrive à se convaincre elle-même. Alors j'aime beaucoup cette phrase, je peux essayer de vous convaincre avec mes mots, vous ne serez persuadé qu'avec les vôtres. Alors là, pareil, on peut essayer d'amener plein d'arguments, mais si la personne se persuade elle-même, c'est ce qu'il y a de plus fort et c'est là qu'elle va vraiment écouter et peut-être changer sa façon de voir. Alors on parle du sens et je vous propose une petite expérience. Alors si vous avez des questions, allez-y, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Après cette expérience-là, on fera justement une petite pause pour prendre un peu les questions. N'hésitez pas à poser des questions et on y répondra en live. Alors on parlait du sens et je vais vous demander, alors c'est une expérience qui est un petit peu, on va dire, hors contexte. Elle n'est pas forcément, c'est pas exactement ça, donner du sens aux choses, mais elle me plaît bien, donc j'aime bien la partager. Je vais vous présenter un tableau avec un certain nombre de lettres et je vais vous demander d'en retenir un maximum. Alors c'est parti, hop, on y va. Vous avez 3 secondes. 5,
4, 3, 2, 1. Ok, on les enlève. J'ai dit 3 et puis j'en ai laissé 5. Combien d'entre vous, alors là pareil, vous allez falloir répondre dans le chat, combien d'entre vous pourraient remplir, allez, on va dire, les 3/4 du tableau en étant sûr de faire aucune faute? Qui, dites-moi, qui pourrait en mettre, voilà, qui pourrait faire alors on a Prism Business, oui, qui en a quelques-unes. Qui en a d'autres? On va voir s'il y a des lettres. Ouais, il y en a pas énormément. Qui pourrait faire à peu près la moitié du tableau? À peu près la moitié du tableau, donc remplir la moitié d'être en étant sûr de ne pas se tromper. Ah, c'est Johnny, je pense. Johnny qui est JK Courtage. Donc je pense que voilà, lui, il pourrait faire la moitié du tableau, c'est bien. Bonne mémoire, très très bonne mémoire. Lettres, ah ouais, on en a quelques-unes aussi. Alors en fait, toutes ces lettres, elles n'ont pas de sens parce que ce sont des lettres qui sont mises à part. Si les lettres sont collées les unes avec les autres et regroupées, bah, ça forme des mots, on est bien d'accord. Et les mots qui sont mis ensemble, eh bien, ça fait des phrases. Et on retient beaucoup mieux une phrase qu'une lettre. Et d'ailleurs, le texte se retient bien. Hein, par rapport à une lettre, hein, le texte se retient bien. Et quand je dis que le texte se retient bien, c'est que le texte se retient bien. Si vous regardez bien, le texte se retient bien. Et du coup, si je vous demande de remplir ce tableau dans 2 jours ou dans 3 jours, eh bien, vous pourrez le faire tout simplement parce que eh bien, ça aura du sens pour vous, ça aura pris beaucoup plus de sens. Alors, eh bien, avant de voir les différentes approches, est-ce que des personnes ont des questions sur cette première partie? Je vous écoute. Alors, Darren, s'il y a des questions, tu peux les mettre en... Alors, j'ai bravo. Merci Cyril. Je vois qu'il y a un magicien ce soir. On parlera aussi peut-être de l'écriture de spectacle. J'en dirai 2 mots puisqu'on a un magicien avec nous. Alors, est-ce qu'on a des questions? Bonsoir Sébastien, bonsoir à tout le monde. Je pense qu'ils sont un petit peu timides là. Ah, ou alors c'est que je suis très très bon et que j'arrive à tout expliquer, c'est bien. C'est peut-être ça aussi. Hein. Bon, ça va peut-être venir après. Mais n'hésitez pas, voilà. Alors, ouais, n'hésitez pas à les poser n'importe quand, les questions. Darren peut faire le tri, il n'y a aucun souci. Parfait. Alors, maintenant qu'on a vu cette première partie, donc comment et pourquoi utiliser le storytelling, l'intérêt de l'utiliser, on va voir différentes approches. Alors, vous savez, il y a différentes marques qui utilisent le storytelling. Alors, ça peut être pour parler de son produit, ça peut être pour parler de soi, raconter son histoire, sa marque entreprise. Ça peut être pour présenter son pitch. Vous avez 1 minute pour vous présenter, 30 secondes pour vous présenter. Ça peut être une façon de se présenter en faisant un pitch avec du storytelling. Ça peut être parler de son client, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler de soi, on peut parler aussi d'autres personnes, et parler de son client qui va vivre une histoire, et cette histoire-là, c'est une histoire sur laquelle, au cours de laquelle vous allez vous retrouver sur son chemin, forcément, c'est l'objectif. Ça peut être aussi pour de l'emailing, et puis ça peut être aussi pour une page de vente. Pour vendre un produit, on peut très bien raconter une histoire. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de marques ont utilisé le storytelling. Apple, forcément. Une histoire, tout le monde sait que Apple, ils ont commencé dans un garage et qui sont devenus une multinationale. Et aujourd'hui, si les gens prennent Apple, c'est pas parce qu'ils ont des batteries qui sont flinguées en une journée. Hein. Si les gens prennent Apple, c'est parce que ça raconte quelque chose et parce que il y a une image de marque derrière. Michel et Augustin,
qui, pareil, ont défendu une vraie image différente. Ils sont vraiment différenciés sur leur marché. McDonald's, forcément, une grande marque. La marque Innocent aussi, pareil, qui s'est distinguée sur un marché qui était pourtant un océan rouge. Hein. C'était très difficile. Ils sont arrivés sur le marché du jus de fruits, très difficile de faire sa place, et ils ont réussi. On a également Coca-Cola. Coca-Cola qui a une, pareil, histoire très très importante. J'ai eu la chance et le plaisir de faire pour les 100 ans de Coca-Cola à l'usine qui est dans le sud, là ici, qui est la seule usine en France qui a la recette Coca-Cola, puisqu'ils font c'est là-bas qu'ils font le mélange à Signes. Et j'ai eu la chance de faire les 100 ans de Coca-Cola et de faire on avait monté un show de 30 minutes spécialement pour cet événement-là. Il y avait le numéro 2 de Coca-Cola Monde quand même, enfin, c'était une très très grosse soirée. Et on a fait quelque chose on a fait un show de 30 minutes avec, à la fin, apparition de 15 enfants sur scène, le gâteau d'anniversaire de Coca-Cola, on avait des écrans géants, enfin on avait un écran de 8 mètres sur 3, enfin c'était un truc énorme. Pour faire apparaître les enfants, j'ai dû faire appel à un ami qui est spécialiste de la grande illusion, qui s'appelle Eric Parker. Ça nous a demandé un travail de fou. Et pourtant, il y avait un effet où à la fin, il y avait une prédiction sur une ardoise, il y avait un chiffre, et quand on retournait le chiffre, ça écrivait Coca-Cola. Le numéro 2 de Coca-Cola Monde, à la fin du spectacle, il est venu nous voir et il a dû prendre une dizaine de photos avec l'ardoise à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait fait apparaître 15 enfants sur scène avec un gros gâteau. Ça nous avait demandé un travail de fou, avec de la grande illusion, un matériel de dingue. Et une ardoise avec des chiffres écrits à la craie qui se retournent et qui écrivent Coca-Cola. Le gars, il a retenu que ça et il l'a pris en photo de tout le monde et il l'a envoyé à tous ses amis. Donc, vous voyez que quand on arrive à toucher les gens au niveau de l'émotion, c'est ça qui va créer à la fois une émotion et c'est ça qui va faire parler de vous également. Facebook, bien entendu, grande histoire. Qui utilise encore le storytelling? Ah oui, Sébastien Foury, c'est moi. Ou bien encore la marque Rubik's Cube qui a inventé c'est le puzzle le plus célèbre du monde quand même. 43 quintillions de possibilités. Si vous faisiez 1 milliard de combinaisons à la seconde, il vous faudrait, je crois, 1400 ou 1500 ans pour les faire toutes. Ah, en faisant 1 milliard de combinaisons à la seconde. C'est dément dans un petit cube comme ça. Et c'est ça qui en a fait un élément incroyable. Alors, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que effectivement le storytelling ça marche, et il faut des histoires. Et pour raconter des histoires, il faut un cadre. Pourquoi? Parce que bougez pas. Voilà, il est là. On va juste mettre un petit peu plus grand de manière à ce que tout le monde voit bien. Hop. Voilà, je vais mettre en grand. Ok. En fait, une histoire, souvent, c'est ça. Vous avez tous les éléments de votre histoire, vous savez quoi raconter, vous connaissez votre produit, vous connaissez vous connaissez vos ennemis, ceux contre quoi vous combattez, mais vous ne savez pas comment organiser tout ça. Et une fois que vous commencez à essayer de l'organiser, si vous n'avez pas de cadre, c'est très très compliqué. Par contre, si vous avez un cadre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, petit à petit, les choses vont devenir de plus en plus claires, de plus en plus fluides, et elles vont gagner en cohérence. Et à partir du moment où c'est cohérent, eh bien, ça donne des repères aux gens. Et si les gens ils ont des repères, ils savent de quoi vous parlez, tout simplement. On va se remettre en tout petit. Hop. Voilà. Et donc, comment raconter des histoires? On va parler de différents cadres, de différentes méthodes. Première méthode, premier cadre, qui est un des plus connus, c'est l'épopée du héros. Alors, l'épopée du héros, d'où ça vient? Alors, il faut savoir d'où ça vient. Joseph Campbell est un universitaire qui a travaillé sur les mythes et légendes et qu'est-ce qui faisait que tous ces mythes et ces légendes, ils étaient racontés partout dans le monde. Pourquoi les gens se racontaient des histoires fictives comme ça? Pourquoi les gens aimaient les histoires? Eh bien, Campbell, il a fait un travail universitaire là-dessus et il a fait toute sa thèse sur quel est le lien entre toutes les histoires qu'on se raconte partout dans le monde. Parce que toutes les histoires sont différentes, mais elles ont toutes des points communs. Lui, il a fait sa thèse là-dessus. C'est resté une thèse, c'est resté un travail universitaire. Un jour, Christopher Vogler, qui travaillait à l'époque pour Disney, se retrouve à s'occuper des scénarios. Donc, il reçoit tous les scripts pour Disney et il doit les trier.
Et donc, Vogler, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit les scripts, il les lit, bon, celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien. Puis il commence à en avoir de plus en plus, de plus en plus. Et comme Disney est en pleine expansion, eh bien, il reçoit énormément de scripts. Il en reçoit tellement qu'il croule sous le travail, il n'arrive plus à s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se renseigne, et là, il apprend qu'un certain Campbell a travaillé sur ce qui fait que les histoires sont bonnes et se racontent dans le monde. Il va chercher ce travail universitaire-là, il en ressort, lui, les éléments principaux, les 12 étapes de l'épopée du héros, et il en fait un petit manuscrit de 7 pages. Et puis il fait ce manuscrit-là, pourquoi? En se disant, bah tiens, si tous les contes, mythes et légendes qui fonctionnent, qui se racontent dans le monde, bah, ils ont ces points communs-là, bah, si on m'envoie un scénario qui correspond à ça, bah, ça veut dire qu'a priori, il n'est pas trop mal. Et donc, c'était pour faciliter son travail. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le travail de Vogler, les 7 pages, elles ont très vite circulé, et au bout d'un mois, tout le monde à Hollywood se faisait passer ce petit fascicule. Et donc lui, pas bête, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait un livre qui s'appelle Hero's Journey, le voyage du héros, et il y décrit les 12 étapes par lesquelles on passe quand on vit l'épopée du héros. Donc ce sont les 12 étapes qu'on retrouve dans Star Wars, Harry Potter, Retour vers le futur. Alors oui, je sais, mes références cinématographiques donnent une idée de mon âge, mais ce sont des bons films quand même. Voilà. On trouve aussi même dans la Bible. La Bible, on est sur le même modèle. Alors je ne vais pas vous faire les 12 étapes, parce que là on est plus sur de l'écriture, on va dire scénographique, mais je vous ai fait l'épopée du héros simplifiée, qui est comme ça, en 5 étapes, qui est utilisable beaucoup plus facilement, à la fois pour l'entreprise, et puis pour parler de vous. Alors, première étape, le héros est dans une situation initiale. Deuxième étape, un élément perturbateur l'appelle au changement. Troisième étape, il va rencontrer un obstacle. Quatrième étape, il découvre un élixir, un guide qui va l'aider à résoudre son problème. Et quatrième étape, il rentre chez lui en ayant évolué, prêt à affronter de nouveaux défis. Donc ça, c'est 5 étapes. Alors j'ai simplifié un petit peu, l'épopée du héros en 12 étapes, elle est beaucoup plus longue. Alors, on va le faire un petit peu en images, et puis je vais vous le raconter, l'histoire de Vogler, un petit peu comme ça. Donc Vogler travaille chez Disney, et il s'occupe de trier un petit peu les scripts qui arrivent pour envoyer les scénarios qui feront l'objet de films ou d'animés. Et puis, il a de plus en plus de travail, il a de plus en plus de demandes, et il commence à se poser des questions, à se demander comment il va pouvoir trouver les bons scripts, les bons scénarios qui correspondent aux attentes d'un film Disney qui cartonne. Là, il rencontre un obstacle, c'est-à-dire qu'il reçoit tellement de scripts qu'il n'a plus le temps de vivre, il est tout le temps en train de travailler, tout le temps, il ne sait pas comment trier les bons, les mauvais, il en reçoit trop, et il est complètement débordé de travail. Il va découvrir donc le guide, l'élixir, c'est-à-dire qu'il va découvrir le travail de Campbell, le travail universitaire de Campbell. De là, il va pouvoir faire son petit fascicule qui va lui permettre de passer cet obstacle, de bien trier tous ses scripts, et puis ensuite, il va écrire le livre, et le retour à la maison. Il est de retour, il continue à travailler chez Disney, mais il a développé cette technique, il a ouvert le livre, et il est prêt pour de nouveaux défis. Donc voilà comment l'épopée peut permettre de raconter une histoire. Si vous regardez bien, quand je vous ai raconté un petit peu qui j'étais au début, j'ai utilisé un petit peu ce cadre-là. J'ai expliqué qui j'étais, que je faisais de la magie, que je tournais un petit peu en rond, et puis qu'un jour j'avais découvert mon guide, mon élixir, qui a été la magie à raconter, le storytelling, et puis c'est ça qui m'a ouvert vraiment d'autres portes. Et donc voilà, quand je me suis présenté tout à l'heure, j'ai utilisé l'épopée du héros. Alors il y a d'autres façons de raconter les histoires, c'est l'épopée selon Pixar. Alors l'épopée selon Pixar, c'est un petit peu différent, mais vous allez voir que ça se ressemble un petit peu. Tous les films Pixar sont écrits sur ce modèle-là. Il était une fois, on pose le contexte. Chaque jour, on expose la situation. Un jour, l'arrivée de l'élément perturbateur. À cause de ça, il y a des conséquences. Plusieurs, 1, 2, 3, 4. Jusqu'à ce que
C'est enfin le happy end, le nouvel équilibre. Si on prend Toy Story, par exemple, c'est « Il était une fois Andy, un petit garçon qui aimait jouer ». Chaque jour, il jouait avec ses jouets et notamment avec Woody qui était son jouet préféré. Un jour, l'arrivée de l'élément perturbateur, un jour, ses parents lui offrent un jouet qui s'appelle Buzz l'éclair et Andy ne joue qu'avec ce jouet et tous les autres jouets sont jaloux. Bah, à cause de ça, eh bien, les jouets vont vivre des aventures, tout le monde il va y avoir des questions de jalousie, Woody va vouloir reprendre sa place, jusqu'à ce que eh bien, Buzz l'éclair et Woody deviennent amis pour le plus grand plaisir de Andy. Voilà, ça, c'est un exemple de l'épopée version Pixar et de comment sont racontés les dessins animés Pixar. Très efficace aussi pour raconter une histoire. Alors, je le précise quand même, vous aurez toutes les slides en PDF. Je vous donnerai un lien. Vous pourrez tout télécharger en PDF. Hein. Donc, ceux qui ont commencé à prendre des notes, c'est bien, parce que c'est bien de retenir. Mais là, tout ce qui est ici, vous allez tout recevoir en PDF. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, et puis vous recevez un mail avec le PDF. D'accord. Et il y aura même un PDF bonus qui arrivera dans quelques jours avec un exercice pour faire votre storytelling. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Toujours sur comment raconter des histoires, une autre méthode, une autre technique, la méthode de John Lennon. Alors là, on est plus sur une méthode pour présenter un service ou un produit. C'est basé un petit peu sur le travail aussi de Tony Robbins, qui utilise Anthony Robbins, qui est un des grands maîtres, grand gourou du développement personnel, qui utilise cette méthode-là, qui se fait en plusieurs étapes. Visualisation négative, donc faire visualiser le sujet, enfin le prospect qui se visualise négativement. On lui fait visualiser les problèmes. Ensuite, on lui fait imaginer la solution idéale. On lui fait imaginer la nouvelle vie en parlant des bénéfices et pas des fonctionnalités et des avantages. Je vais revenir dessus après. Et enfin, on lui explique que la méthode qu'on propose, le produit, permet d'accéder à cette nouvelle vie. D'accord ? Quand je dis parler des bénéfices et pas des fonctionnalités et des avantages, les bénéfices, c'est ce que va ressentir la personne, ce qu'elle va gagner. Fonctionnalité, c'est les caractéristiques du produit, hein, le produit brut. Sur un ordinateur, ça va être les caractéristiques techniques, la mémoire, différentes capacités. Les avantages, c'est ce qu'il a de mieux par rapport aux autres. On est sur la comparaison. Et enfin, les bénéfices, on est vraiment clairement sur qu'est-ce que ça apporte à la personne. Je prends un exemple, un nouveau siège de voiture, hein, qui serait thermo-moulé avec une mousse hyper expansée, je ne sais pas. La fonctionnalité, c'est ce siège est fait avec une mousse thermo-moulée hyper expansée XP12 qui permet d'être très très bien. Voilà, ça c'est la fonctionnalité. On a le produit, on sait ce que c'est. L'avantage, l'avantage c'est que par rapport aux autres sièges, eh bien, il est beaucoup plus confortable et vous serez beaucoup mieux dedans. Ça c'est un avantage. Le bénéfice, ça va dépendre de la personne. Le bénéfice, si on veut vendre ce siège à un commercial par exemple, le bénéfice c'est quand vous arrivez à vos rendez-vous, vous êtes commercial, vous arrivez à vos rendez-vous, et vous avez pas mal au dos, vous êtes frais, vous êtes dispo et vous êtes complètement disponible pour votre client et pour vos ventes. Ça, c'est si on veut vendre à un commercial. Le bénéfice, si on veut vendre à une famille, par exemple, si on veut vendre un modèle familial, eh bien, ça va être, vous arrivez en vacances et vous pouvez profiter de vos vacances dès le premier jour. Pourquoi ? Parce que dès que vous sortez de la voiture, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas mal au dos et vous sortez de la voiture et vous pouvez directement profiter de vos vacances. Donc ça, c'est un bénéfice direct. Et le client, les fonctionnalités, il s'en fout. Sauf le spécialiste qui va chercher un produit spécial qui est très précis. Ou au bout d'un moment, dans la conversation, mais dès le début, ce qu'il faut, c'est proposer le bénéfice. Quand vous racontez une histoire, il faut que la personne elle voit le bénéfice, ce qu'elle va gagner. Donc, visualisation négative. Imaginez la solution idéale et les bénéfices, et la méthode permet d'y accéder. Un exemple. Il faut des exemples un petit peu. Un exemple que j'ai proposé pour des prestations d'anniversaire. C'est une jeune femme qui proposait des prestations d'anniversaire. Et puis au début, elle disait juste qu'elle vendait, moi je fais des animations écologiques pour vos anniversaires. Et voici ce que je lui avais proposé. Organiser un anniversaire pour ses enfants est un vrai casse-tête. Ils peuvent vite vous retourner un appartement. Alors là, j'ai la slide qui n'est pas complète, je ne sais pas pourquoi. Donc, organiser un anniversaire pour ses enfants est un vrai casse-tête. Ils peuvent vite vous retourner un appartement. Bam. Visualisation négative. Toutes les personnes qui organisent un anniversaire, ah oui, c'est vrai, je sais que ça peut arriver.
Ensuite, imaginez qu'il soit pris en charge de façon ludique. Hop, je vais lire ici parce que j'ai un petit problème avec cette diapo. Hop là. Imaginez qu'il soit pris en charge, occupé et concentré durant 2 heures au cours d'ateliers ludiques, véhiculant en plus des valeurs fortes. Notre mission est de créer l'amusement au travers d'ateliers créatifs autour de l'écologie et du développement durable. Donc, visualisation négative, imaginez la solution positive, et ensuite, la méthode, le produit, puisqu'elle vend des anniversaires enfants, la méthode, le produit, permet d'y accéder. Donc voilà un exemple de comment raconter une histoire avec la méthode Imagine. Je vous invite à l'essayer, très très efficace, parce que la personne qui va lire tout de suite va se projeter, elle va voir qu'effectivement, elle a un problème, on lui fait imaginer la solution idéale, et derrière, la méthode apparaît comme une vraie solution. Dans le PDF que vous recevrez, il y aura bien, tout sera tout bien mis en page, ne vous inquiétez pas. Ensuite, une méthode très classique. On voit beaucoup de méthodes, hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, vous puissiez ensuite les croiser, et puis surtout que vous trouviez vraiment celle qui vous correspond le mieux. La méthode AIDA, alors qui est très connue, très classique, mais comme tous les grands classiques, elle est très efficace. Méthode AIDA, c'est accroche, intérêt, désir et action. Alors avant de vous parler de la méthode AIDA, voilà, un petit peu d'eau. Important, vous aussi en face, hein, hydratez-vous, c'est important. Ne vous desséchez pas. Alors la méthode AIDA, A comme accroche, d'accord? Il faut accrocher le sujet, la personne, il faut qu'elle ait tout de suite envie de vous lire. Méthode AIDA, moi je l'utilise beaucoup pour à la fois le mailing ou les réseaux sociaux. D'accord. Le problème des réseaux sociaux ou du mailing, c'est que la plupart du temps, les gens n'ouvrent pas les mails ou les gens ne lisent pas vos posts. Là, je ne parle pas de posts ludiques, on va dire. Je fais aussi du post ludique. Là, je parle de posts stratégiques pour vendre quelque chose. Hein. Si on veut que les gens lisent nos posts, lisent nos mails, déjà, il faut qu'ils ouvrent les mails et il faut qu'ils lisent les posts. D'accord. L'accroche, très importante. Pourquoi? Parce qu'on est noyé dans un flot d'informations et l'accroche, elle doit interroger, elle doit surprendre, ce qu'on appelle la science attentionnelle. Hein, si vous regardez un grand pré, il n'y a rien, vous n'allez pas remarquer chaque brin d'herbe. Par contre, s'il y a d'un coup une fleur rouge au milieu, vous allez la voir. D'accord. Là, c'est pareil. Dans les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Il faut qu'il y ait à un moment donné quelque chose, paf, qui accroche et qui attire l'attention. Ensuite, l'intérêt. L'intérêt, c'est une fois que les gens ils sont accrochés, qu'ils disent tiens, tiens, oui, en effet, ça peut m'intéresser et ils ont envie d'en voir un petit peu plus. Donc là, il faut commencer à aller gratter un petit peu et qu'ils aient envie d'aller un petit peu plus loin. Ensuite, le désir. Donc ça, réveiller le désir, qu'ils aient envie de venir vers vous, qu'ils aient envie d'aller avec vous sur votre chemin. Et ensuite, le dernier, c'est ce qu'on appelle le call to action, l'action, c'est-à-dire, eh bien, achète mon produit, inscris-toi sur mon site, inscris-toi à ma newsletter, viens à mon webinaire, viens voir ma conférence sur storytelling, voilà. Si vous avez vu mes posts que j'ai fait sur LinkedIn et sur Facebook concernant cette conférence, vous avez vu qu'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu sur ce modèle-là, d'accord? Le modèle AIDA, qui est déclinable un petit peu vraiment à volonté. Alors, le modèle AIDA, je vais vous donner un exemple. Une fois de plus. Alors, un exemple. Ça, c'était une promotion qui était faite pour un livre de magie que vendait un ami. Alors, ça, c'est la pub de base. Donc, la pub de base, elle disait « Ce livre de 170 pages relate le parcours atypique de cet homme exceptionnel, 12 ans après sa disparition. Musique, directeur artistique, Antoine Lescharlot, producteur de cinéma, plus de 60 films, magie, champion du monde. » Bon, je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est un petit peu dans tous les sens. Et puis surtout, on a déjà il y a le prix, donc jamais donné le prix, hein. J'ai dit d'abord donner la valeur perçue et après la valeur réelle, toujours la valeur perçue en premier pour que les gens aient l'impression que la valeur réelle en fait elle est très faible. Et puis là on a tout de suite le livre, on est sur du fonctionnel, c'est un livre de 170 pages qui parle d'un homme, c'est pas très très fonctionnel. Ce que j'ai proposé pour ce livre,
hop, on va la remettre. Voilà, c'est le même livre, hein, bien entendu. Et voici, donc l'accroche, c'était « Quel est le point commun entre Louis de Funès, Gérard Depardieu et la FISM 1979 ?» Donc, FISM, c'est la Fédération internationale des sociétés magiques, les championnats du monde. Donc, quel est le point commun entre Louis de Funès, Gérard Depardieu et la FISM 79 ? Petite question qui interroge, j'utilise beaucoup les questions hein, pour l'accroche. Imaginez pouvoir monter sur les épaules d'un géant qui a été directeur artistique, producteur de films vus par des millions de personnes et champion du monde de magie. Là, l'intérêt. Ah tiens, ça parle de quelqu'un qui est quand même, c'est pas n'importe qui. On ne sait pas encore qui c'est, mais c'est pas n'importe qui. Ensuite, le désir. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de profiter de l'expérience de cet homme atypique. Donc, le désir, on donne au lecteur l'envie de profiter de cette expérience-là. Il s'appelait Christian Fechner et il était aussi magicien. Donc là, on annonce de qui il s'agit. Et accroche, intérêt, désir, action. Vous voulez être inspiré par un grand monsieur du spectacle et de la magie, par un homme au parcours incroyable, alors cliquez sur le lien ci-dessous. Et il y avait un lien vers la boutique. Donc, voilà comment on peut décliner la méthode AIDA juste pour la vente d'un produit, par exemple. Comment raconter des histoires, toujours? Alors ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. C'est le triangle de Stephen King. Alors Stephen King expliquait ça dans une de ses masterclass. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour raconter des histoires, pour trouver des petites thématiques. Des fois, il suffit de rajouter un élément. Juste un élément. Alors ça marche aussi dans le spectacle. Hein. Je sais que c'est Cyril qui est magicien. Hein. On se connaît, Cyril. Ben, Cyril, pense-y, si tu racontes une petite histoire, tu vas voir que c'est quelque chose qui peut vachement aider. Juste un élément. Petit exemple. Avec 3 éléments, on a le début d'une histoire. Hier, j'ai fait un tour de magie. C'est pas vraiment une histoire. Il y a moi, il y a le tour de magie. C'est pas encore une histoire. Hier, j'ai fait un tour de magie à ma voisine. Ça peut être le début d'une histoire. Parce qu'il y a 3 éléments. Il y a moi, la magie et la voisine. Et si je raconte que j'ai fait un tour de magie à ma voisine, c'est que, eh ben, il s'est peut-être passé quelque chose ou il va se passer quelque chose. Donc ça peut être le début d'une histoire. Pareil, demain j'ai une réunion importante. C'est une information. Il n'y a pas d'histoire. Demain, j'ai une réunion importante avec le patron d'une multinationale. Et là, ça peut devenir une histoire. Parce qu'on a un élément de plus. On a ce triptyque, ces 3 éléments qui font qu'il peut y avoir une relation entre les 3. Un exemple qui était donné par Stephen King, je crois, dans son masterclass, c'était aujourd'hui, le chien s'est couché dans son panier. C'est pas une histoire. Par contre, aujourd'hui, le chien s'est couché dans le panier du chat. Ça commence à devenir une histoire. Parce qu'il y a quelque chose d'intriguant, il y a quelque chose de pas habituel, il y a quelque chose qui fait que ça va déclencher d'autres choses derrière. Donc pensez à ça. 3 éléments, c'est important. Dernière chose, avant de passer à la fin, avant de passer au bonus, quelques clés pour un bon storytelling. Alors ça, pour moi, c'est des vrais secrets. Parce que ça marche très très bien quand on ne sait pas bien raconter une histoire. C'est un très bon moyen d'améliorer. Premièrement, raconter une histoire simple. Il faut qu'elle soit simple. Pas chercher des choses très compliquées. Une histoire simple. Ensuite, une histoire surprenante. D'accord? Donc simple, facile à suivre. Surprenante, alors pas forcément extraordinaire. D'accord? Pas besoin d'aller chercher des extraterrestres, mais il faut que ce soit surprenant, inhabituel. Comme je disais, hier j'ai fait un tour de magie à ma voisine. Voilà. C'est pas quelque chose du quotidien. C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Ensuite, il faut qu'elle soit concrète. Plus elle est concrète, et plus ça va parler aux gens. Plus ça va parler, plus vous racontez des histoires vraies qui vous sont arrivées, et plus les gens ils vont se projeter. Ensuite, il faut que ce soit une histoire crédible. Si vous voulez que les gens y croient et que les gens se projettent, bah, il faut que ce soit une histoire crédible. Alors crédible, ça ne veut pas dire que faut être tout le temps terre à terre, non. Il faut que potentiellement ce soit possible. Et puis enfin, une histoire émouvante. Donc n'hésitez pas à aller sur les différents terrains de l'émotion. Ça peut être l'humour, ça peut être la joie, ça peut être la tristesse, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et puis enfin, les 3 éléments importants. 3 éléments importants quand vous racontez une histoire. Parlez au présent. Utilisez des dialogues. Et donner des noms aux personnages. Quand on parle au présent, les gens se projettent tout de suite parce que c'est en train de se passer.
Utiliser des dialogues, ça va faire vivre. Et donner des noms aux personnages, eh bien, le fait de les nommer, ça va les faire exister. Voilà, c'est vraiment très, très important. Alors, avant de passer aux petits bonus. Alors, les bonus, je vais vous expliquer donc comment trouver des histoires, comment écrire des histoires pour du mailing. Et puis, donc, en attendant, je vous invite à poser vos questions si vous avez des questions. Donc, Darren, n'hésite pas à me mettre les questions affichées. Alors, comment sollicite-t-on les neurones miroirs? Alors, en fait, les neurones miroirs, alors attention, je précise quand même, je ne suis pas neuroscientifique, d'accord? Je suis très intéressé par les neurosciences, j'ai fait des formations dessus, mais je ne suis pas. J'ai une maîtrise en STAPS, puisque je suis aussi enseignant. Donc, j'ai une maîtrise en STAPS, donc j'ai travaillé sur tout ce qui était apprentissage, et en partie avec les neurones miroirs, mais je ne suis pas spécialiste des neurones miroirs. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est encore un domaine qui est pas complètement clair. On sait un petit peu comment ça fonctionne, mais pas complètement. Alors, comment on les active? En fait, ce sont eux qui s'activent, les neurones miroirs, par imitation. C'est-à-dire quand on voit le bébé, un bébé qui mange, par exemple, qu'est-ce qu'on fait souvent? On ouvre la bouche, hein, et puis lui, il va ouvrir la bouche derrière. D'accord? C'est l'interrelation, parce qu'on est des êtres sociaux, et en fait, c'est cette interrelation qui se fait entre le bébé et l'adulte. Et en fait, comme on est des êtres sociaux et qu'on apprend et qu'on évolue en meute, hein, en groupe, eh bien, on a tendance à imiter les autres depuis notre plus jeune âge. Et on a même, je vous l'ai dit, une zone du cerveau qui fait que c'est le lobe préfrontal qui est là pour imiter ce qu'on voit. Après, dans les détails, savoir quels sont les neurotransmetteurs qui sont en jeu, ça, je ne pourrais pas vous répondre. Alors, une autre question peut-être? Alors, pour toi, quelle est la méthode qui a le plus d'impact? Très bonne question. Alors, celle que j'utilise beaucoup, en fait, ça va dépendre de l'objectif et de à qui je m'adresse. C'est principalement ça. Ça va dépendre à qui s'adresse le message, et ça va dépendre aussi du réseau par lequel on passe. Méthode AIDA, j'utilise beaucoup. Pourquoi? Parce que comme je l'ai beaucoup utilisé, pour moi, ça devient un petit peu mécanique, automatique, et ça me vient assez facilement. Et pour les réseaux, je la trouve très efficace. C'est-à-dire que quand j'ai une bonne accroche, j'ai des posts qui peuvent être vus beaucoup plus de fois que quand j'ai pas de quand je fais juste un post comme ça. Quand je dis beaucoup plus, ça peut monter à 8, 10 fois plus. J'ai des posts qui ont fait 2000 vues sur LinkedIn, par exemple, juste parce qu'il y avait une accroche un petit peu plus forte. Et puis, alors que des posts où je donne juste des informations, je peux faire 150, 200 vues. D'accord? Pour une page de vente, je pense que l'épopée du héros, elle est peut-être plus appropriée. Encore que, on peut faire une version très courte avec l'appel à l'action pour acheter, et puis ensuite derrière dérouler toute la page de vente. On entend souvent les gens dire qu'aujourd'hui sur Internet, les gens y décrochent, que les gens devant les écrans, c'est très difficile de les garder longtemps, il faut des textes courts. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je travaille avec Jeff, hein, qui fait du copywriting et qui est totalement d'accord avec moi et qui est du même avis. Aujourd'hui, les gens ils sont capables de passer plusieurs heures sur Netflix, donc ils peuvent passer des heures devant un écran, à condition qu'on les accroche et qu'on les intéresse. Pour les intéresser, qu'est-ce qui intéresse principalement les gens? C'est eux. Ce qui intéresse les gens, c'est eux. Donc plus vous allez leur parler à eux, plus vous allez leur parler de leurs problèmes, et plus ils vont vous écouter. Et une page de vente, si l'histoire elle est bien racontée, si vous touchez les bonnes douleurs, si vous touchez les bons problèmes, les gens ils vont les lire. Donc ça va surtout dépendre de à qui on s'adresse et du canal. Mais AIDA quand même, moi c'est une de celles que j'utilise le plus. Une autre question peut-être? Pas pour l'instant, donc c'est bien, c'est que je suis clair. Ok. Alors pour les neurones miroirs, vous allez voir. Alors ça, ce sera pas dans les références, et vous pouvez le noter. Il y a une conférence, même plusieurs conférences qu'on trouve sur YouTube, d'un monsieur qui s'appelle Albert Moukébert, qui est spécialiste, qui lui est spécialiste des neurosciences, qui en parle un petit peu aussi dans ses conférences.
Donc, allez voir. Donc, de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est bien. Donc, allez voir un petit peu ce que fait Albert Moukébert. Et puis, Boris Cyrulnik aussi, qui a fait quelques vidéos sur YouTube qu'on trouve assez facilement en tapant neurones miroirs. Voilà. Pas d'autres questions a priori. Je reprends un petit peu d'eau. Alors, eh bien, on va pouvoir passer à la suite, si vous le voulez bien. Alors, petit bonus pour écrire votre storytelling. Alors, pour écrire votre storytelling, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner plusieurs choses, plusieurs méthodes. Première chose, le cadre organique. Alors ça, c'est quelque chose qui est personnel, que j'ai créé en mélangeant donc des techniques de storytelling et puis des techniques que j'ai acquises sur un séminaire, pardon, pas un séminaire, un masterclass de Bernard Werber, qui est un auteur, écrivain. J'ai fait un masterclass d'écriture avec lui. Et donc, le cadre organique, donc c'est quelque chose que j'utilise là pour tout. Je l'utilise pour écrire des numéros de magie. Je l'utilise pour des conférences. Quand je fais des conférences en live, je l'utilise pour une prise de parole. Je l'utilise pour énormément de choses. Ça ne va pas structurer le discours, mais ça va vous permettre de voir où vous en êtes. Je m'explique. Pourquoi organique? Parce qu'on va faire référence au corps et aux organes. Tout d'abord, le squelette. Le squelette, donc, c'est la structure. Donc ça va être votre histoire. Ça peut être l'épopée du héros, ça peut être une épopée selon Pixar, ça peut être la méthode AIDA. Donc ça, c'est la structure. Vous avez votre histoire, vous savez ce que vous allez raconter. Une fois que vous avez le squelette, eh bien, il va falloir mettre les organes. Les organes sont les éléments incontournables. Il faut les identifier. Donc, le cœur, le foie, les poumons, il y en a peut-être 2 ou 3. Donc ça va être peut-être les personnages importants de votre histoire, et puis la thématique, et le produit que vous vendez. Voilà, ça, c'est les éléments incontournables. On ne peut pas passer à côté. Après, les organes, il y a les muscles. Les muscles, ça va être le liant, ce qui dynamise et maintient l'ensemble. Ça peut être les dialogues, ça peut être des personnages annexes dont vous avez parlé, qui ne sont pas forcément les personnages principaux, mais qui vont tourner autour de votre histoire. D'accord? C'est des éléments importants qui vont dynamiser un petit peu l'ensemble. Et puis ensuite, après les muscles, il y a la peau. Donc la peau, c'est le rendu final, ce que le spectateur voit et entend. Donc du coup, dans du storytelling, ça va être les mots, ça va être l'orthographe, ça va peut-être être espacé. Toujours penser à quand on lit, plus ça va être espacé, plus ça va être lisible. Et puis voilà, alors, comme je vous l'ai dit, dans le cadre d'un spectacle, quelqu'un qui monte un spectacle, le squelette, ça va être l'histoire, les organes, ça va être les moments importants du spectacle. Hein, pour Cyril, pour la magie, ça va être les numéros. Alors, si c'est un numéro, ça va être les effets magiques importants. Pour un spectacle, ça va être les moments importants du spectacle. Les muscles, ça va être tout ce qui est annexe, des petits effets magiques ou des petits moments du spectacle qu'on peut enlever, qui ne sont pas graves pour la compréhension générale, mais qui sont là pour dynamiser l'ensemble. Et puis la peau, ça va être costume, musique, lumière, tout ça. Voilà. Donc ça, ce cadre, j'aime beaucoup parce qu'il s'adapte à beaucoup de choses. Ensuite, après le cadre, ah oui, j'allais oublier le plus important quand même. J'allais oublier. Après la peau, c'est l'âme. L'âme, alors là, c'est votre touche personnelle, votre marque de fabrique. Et ça, alors moi, c'est vraiment mon gros travail. Là, j'ai une conférence sur le storytelling, mais la formation et tout ce qui est accompagnement que je fais pour les entrepreneurs, c'est principalement sur trouver sa marque de fabrique. Alors bien sûr, on travaille sur le storytelling, bien sûr, c'est important, mais c'est trouver sa différence. Ça, c'est vraiment mon travail. Et ça me vient vraiment de la magie, parce que quand j'ai commencé à faire des concours de magie, je suis rentré en équipe de France en 2009. Je prépare les championnats d'Europe pour le mois de juin, là, pour bientôt. Et donc, ça fait quand même 11 ans que je fais des concours, donc que je représente la France sur des concours un petit peu partout dans le monde, enfin, sauf l'an dernier, parce que bon, ça a été un peu compliqué du coup. Mais voilà, et je vois énormément de numéros. Et qu'est-ce qui est le plus payant, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est quand on arrive à se différencier. Moi, j'ai un numéro de corde avec lequel j'ai eu quelques prix, hein, et la façon dont je fais ce numéro, personne ne fait des cordes comme moi. Personne fait un numéro de corde comme je fais. Personne n'a ce costume-là, personne n'a cette thématique-là. Et quand on voit mon numéro, on sait que c'est le mien et que c'est pas un autre. Et la plupart des magiciens qui tournent vraiment beaucoup,
eh bien, ils ont cette signature, cette marque de fabrique, un peu comme un chanteur, un peu comme tous les artistes. Et pour les entreprises, c'est pareil. Apple, pareil, ils ont leur touch. McDonald's et Burger King, ils font la même chose. Ils vendent des hamburgers, ils vendent du fast-food, mais ils ne se positionnent pas de la même manière. Ils ont leur touche personnelle, ils ont quelque chose de différent. Donc voilà, ça c'est important d'avoir sa marque de fabrique, sa différence. Alors, toujours dans les bonus. Comment trouver une bonne histoire? Alors cette question n'est pas venue, je regarde s'il n'y a pas des questions. Alors, ah si, alors tiens, j'ai une question de Sarah. Hop là, merde, Darren, super réactif. As-tu des conseils concernant la posture adoptée ou des gestes pendant qu'on utilise son storytelling? Alors, ça c'est moins mon domaine, même si alors ça, là, j'imagine que tu parles d'un storytelling quand on fait un pitch, de vente. Les postures, a priori, à éviter, ce sont toutes les postures fermées. Hein. Et puis, si on a du mal à positionner ses mains, moi je parle beaucoup avec les mains. Donc, si on a du mal à positionner ses mains, c'est bien d'avoir un stylo ou quelque chose dans les mains pour pouvoir, pour pouvoir parler, ou une petite, serait-ce une petite plaquette, quelque chose. Mais essayez déjà de ne pas être fermé et d'appuyer un petit peu ce que vous. Les mains peuvent servir à appuyer ce qu'on dit, tout simplement. Après, ça peut servir aussi pour appuyer le message. On peut être fermé pour commencer son discours, par exemple. C'est-à-dire que ça peut être un choix, peut-être un petit peu risqué, mais ça peut être aussi un choix de commencer son discours avec les mains dans les poches, et puis en racontant quelque chose qui nous est arrivé d'un petit peu difficile. Et puis justement, quand on développe l'histoire, puis on change d'attitude, et en même temps que le personnage évolue dans l'histoire, eh bien on évolue aussi physiquement. Après, ça c'est voilà, c'est des petits. Enfin, j'ai pas vraiment de vrais conseils à donner parce que c'est moins mon domaine. Mais la seule chose que je peux dire, c'est regarder les gens, c'est important. Et si on le fait sur une conférence, ça c'est un conseil d'un magicien espagnol qui s'appelle Juan Tamariz, Juan Tamariz est une méga star en Espagne. Il a des émissions de télé, enfin c'est incroyable, enfin c'est une très très grande star là-bas. Et Juan Tamariz parle de tendre des fils avec les gens, avec ses spectateurs. Et ça, voilà, moi, c'est quelque chose que je fais quand je suis sur scène. Même si je ne vois pas les gens, je m'adresse à chaque fois à une personne et une autre, et une autre, et une autre. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un, et le fait de s'adresser à une personne, je ne m'adresse pas dans le vent. Parce que des fois, on dit aux gens, vous regardez au fond et vous parlez au fond. Sauf qu'on parle à personne. Et personne ne se sent concerné. Moi, je vais regarder plusieurs personnes dans les yeux, et dans l'idée, je tends des fils comme ça. Et l'idée, c'est de ne pas laisser les fils se détendre. C'est-à-dire que si je sens que ça fait un petit moment que j'ai pu regarder par là, je vais revenir un petit peu par là. Et j'essaye de les garder comme ça, un petit peu tendus, un petit peu par ici, un petit peu par là. Donc voilà, cette image des fils, moi, elle m'a beaucoup aidé dans le spectacle. Donc c'est peut-être le seul conseil que je peux donner. Alors, donc ça c'était oui, c'était pour Sarah Dupuis. J'espère que j'ai un petit peu répondu à ta question, du coup, Sarah. Alors, comment trouver une bonne histoire? C'est pas une question qui m'a été posée ce soir, mais c'est une question qui m'est souvent posée. On dit, ouais, mais les histoires, on les prend où? D'où viennent les histoires? Alors, d'où viennent les histoires? Hop. D'où viennent les histoires? Comment trouver une bonne histoire? C'est simple, c'est une histoire que vous avez envie de raconter. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Une bonne histoire, c'est une histoire que vous avez envie de raconter. Du coup, quand vous êtes entre amis, vous discutez, et d'un coup il y a quelqu'un qui raconte une histoire, et bien là, si elle vous plaît, ça veut dire que c'est une bonne histoire. Si vous avez envie de la raconter à d'autres personnes, c'est que c'est une bonne histoire. Alors notez-la. Pour moi, ça c'est très très important. Une bonne histoire, il faut la noter dans un carnet. Vous la notez dans un carnet, et puis vous avez votre petit carnet à histoire. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, la dernière histoire que j'ai notée, c'était à l'émission Lego Master. Je regardais Lego Master avec mes enfants. Donc, c'est des personnes qui construisaient des Lego. Voilà. Bon, a priori, c'est pas une histoire où on se dit, tiens, on va faire un storytelling avec ça. Et à un moment donné, dans l'émission, il y a
deux gars qui commencent à construire quelque chose. Ils ont 3 heures ou 3 ou 4 heures pour construire quelque chose. Ça fait 1 heure qu'ils sont dessus. Puis là, il y a les jurys qui viennent et qui disent mais là c'est pas bon. Là, vous êtes complètement hors sujet. C'est pas du tout ça qu'on a demandé. Et puis les jurys s'en vont. Puis là, les deux gars, ils commencent à dire bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faudrait rajouter ça. Tiens, mais si on met ça. Et puis ils commencent à essayer de partir de ce qu'ils avaient commencé à faire, qui était hors sujet, et ils commencent à essayer d'améliorer. Et puis à un moment donné, il y en a un des deux qui craque. Et là, il met un grand coup dans tout ce qu'ils avaient construit. Et il dit stop, on repart à zéro. Donc ils avaient perdu 1 heure. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que ça servait à rien d'essayer de construire quelque chose sur une mauvaise base. Et du coup, quand j'ai vu ce gars-là prendre cette décision-là, et ben là, pour le coup, Aïda, hein, hop, attention, ouf, je fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, bah, tiens, ça c'est une histoire. Et je me la suis notée. Je me suis noté Lego Master, machin. Et puis, et pour moi, c'est une vraie histoire parce que c'est quelque chose qu'on peut raconter à un client qui voudrait rester sur des mauvaises bases et qui risque de rater son entreprise parce qu'il part sur de mauvaises bases. Et si on lui raconte cette histoire-là, c'est quelque chose qui peut lui parler. Et comme cette histoire-là, dès que je l'ai vue à la télé, tout de suite, j'ai eu envie de la raconter. Et du coup, pour moi, c'était une bonne histoire. Donc voilà, donc prenez un petit carnet et notez toutes ces histoires-là. Alors, quelles histoires pour un mailing efficace? Alors, là, on va rentrer dans un sujet qui est très, très particulier, c'est raconter des histoires en faisant de l'emailing. Alors, je regarde, ouais, c'est bon. Donc, faire une campagne d'email, c'est-à-dire envoyer 3, 4, 5 mails pour vendre un produit qui se vendrait, donc, par exemple, sur Internet. Hein, ça peut être un produit, un service, une formation, peu importe. Si on fait du marketing un petit peu bourrin et qu'on envoie tout le temps de la pub, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils n'ouvrent pas les pubs. Et puis, ils vont peut-être ouvrir une fois parce que vous avez un titre accrocheur. Et puis après, ils ne vont plus ouvrir. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à leur raconter des histoires. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous utilisez ce type de technique, c'est de faire une liste des 5 douleurs de vos clients. Quels sont les 5 problèmes principaux que rencontre votre client, pas le mot de client idéal, mais c'est un petit peu ça, voilà, le client habituel que vous avez. Lui, quelles sont ces 5 douleurs? Quels sont ces 5 problèmes principaux? Quelles sont les 5 choses qui font qu'il se réveille la nuit et que, voilà, que ça ne va pas pour lui? Essayez de refaire tout son parcours depuis son problème jusqu'à votre solution. Donc voilà, moi, mon client, il a tel problème. Et donc, moi, ce que je peux faire, c'est lui proposer une formation. S'il fait cette formation, quels vont être les bénéfices pour lui? Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Et vous avez comme ça, donc, soit 5 étapes sur son parcours. Donc, il a le problème. Par exemple, mon client, il a un problème. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme thématique? En ce moment, c'est beaucoup de questions de coaching. Donc, quelqu'un qui il n'est pas sûr de lui, il a du mal à prendre la parole. Okay, ça, c'est son problème principal. Du coup, il a du mal à s'imposer dans son milieu professionnel. D'accord? Et puis donc, dans son parcours, il a essayé des choses. Il a essayé de faire du théâtre, il a essayé de faire du yoga, il a essayé de faire... Ça ne marche pas très, très bien. Donc, il a testé les fausses solutions. Et puis aujourd'hui, il est vraiment au pied du mur parce que il se rend compte qu'il pourrait avoir une promotion et que cette promotion-là, elle va passer par savoir organiser des réunions et prendre un petit peu le lead sur des équipes. Et la dernière étape, ça veut dire qu'il a besoin d'une formation qui lui permettrait une meilleure prise de parole en public. Voilà. Donc là, on a par exemple 5 étapes, comme ça. Et à partir de ça, à partir du moment où vous avez les 5 étapes, vous les prenez une par une. Et pour chaque étape, il suffit de trouver une histoire ou une astuce, un petit tips, un petit conseil qui va pouvoir l'aider. Et du coup, chaque mail va représenter une douleur, une étape de son parcours, jusqu'au dernier mail qui va être celui qui propose vraiment la solution. Alors la solution, bien entendu, on la propose à chaque fois. Je ne vous dis pas qu'il faut faire 5 mails avant de proposer votre produit ou service. Hein. Dès le début, il ne faut pas hésiter à le proposer dès le premier mail, sans le mettre trop en avant.
parce que si la personne, si c'est un client qui est chaud et qui est prêt à acheter, bien entendu, il ne faut pas attendre le 5e mail pour lui vendre. Sinon, il aura peut-être acheté ailleurs en attendant. Mais par contre, au début, on va peut-être pas insister là-dessus. C'est-à-dire la proposition, elle sera juste à la fin du mail, juste avant la signature. Voilà, si tu veux aller plus loin, sache que je propose une formation. Voilà, pas plus. Et donc, ça va vous cadrer et ça va vous donner donc les 5 étapes, les 5 problèmes qui vont aller jusqu'à la solution. Donc, c'est une petite astuce. Honnêtement, ça a l'air très simple comme méthode, mais c'est quand même, je vous assure que c'est vraiment très, très efficace. Donc voilà, donc pour finir, je voudrais juste vous dire que vous avez tout qui est téléchargeable sur ici, artistmarketing.fr/PDF Storytelling Prism. Donc voilà, vous avez le lien qui est ici. Et si vous allez sur ce lien, vous pourrez avoir l'ensemble des slides de cette conférence et donc vous aurez l'ensemble. Donc l'intervention arrive à la fin, je pourrais développer chaque étape pendant au moins 1 heure. Je pense que chaque étape pourrait être développée encore plus parce que là je survole un petit peu, mais je voulais vraiment vous donner vraiment beaucoup de choses. Donc avec mon partenaire Jeff, comme je vous l'ai dit, on a monté une formation qui s'appelle Leadership et Persuasion et qui est donc lui est spécialiste en copywriting et en persuasion. Et donc moi j'ai plus l'approche, on va dire, storytelling. J'espère que vous avez trouvé un petit peu de valeur, voire même peut-être beaucoup de valeur dans cette conférence, que ça va vous servir. Et alors c'est quelque chose qui prend du temps d'organiser tout ça, de monter cette conférence. Donc si vous avez des retours à faire, écoutez, vraiment je suis très preneur. Donc n'hésitez pas, donc soit par mail, soit par Facebook, soit par LinkedIn. N'hésitez pas à me dire si vous avez passé un bon moment, ou même dans les commentaires ici, hein, si ça vous a plu. N'hésitez pas s'il y a des choses qui vous ont manqué, par exemple, ou si vous voulez des détails sur certaines choses. Très joignable par mail, n'hésitez pas, vous me demandez, puis je me ferai un plaisir de donner quelques détails. Je voudrais vraiment remercier Darren et Prism Business d'avoir organisé ce moment-là. Merci aussi à Johnny que j'ai eu un petit peu au téléphone, donc qui a fait partie aussi de l'organisation de cet événement, donc Club Prism 51. Puis Club Prism 51 Marseille, on n'est pas si loin, hein, on a quand même des points communs, hein, clairement. Et je pense que vous avez vu que j'ai utilisé du storytelling pour présenter certaines choses. Le jeu de la cuillère au début, hein, la cuillère, trouvée par Kylian, c'est la méthode AIDA, l'accroche avec quelque chose d'un petit peu bizarre, l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il y a un enjeu, sinon je me déconnecte. Donc je mets un petit peu, j'ai utilisé l'épopée. Donc voilà, j'ai essayé d'utiliser un petit peu tout ça. Et puis j'aimerais terminer par trois choses. Première chose, donc, c'est, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire ce que vous avez pensé de cette conférence. La deuxième, c'est de remercier vraiment profondément donc Prism Business et Darren qui m'aident beaucoup, vraiment beaucoup. Et puis troisièmement, n'oubliez pas, allez aussi sur le site de l'association. Darren, si tu peux remettre juste en dessous ici le lien vers l'association. Donc voilà, le lien va apparaître. Police Friend pour le sauvetage animalier, c'est important. Allez au moins voir ce que c'est comme association, allez regarder ce qu'ils font. Et puis, si vous voulez faire un don, voilà, c'est très très volontiers pour eux parce qu'ils en ont besoin, les animaux en ont besoin. Avec le confinement, il y a plein de gens qui ont pris des animaux et puis qui finalement les gardent pas parce qu'ils ont pris pas pour eux, ils ont pris des animaux plus pour eux que pour les animaux vraiment. Et donc, c'était pas pour les bonnes raisons. Et donc, au final, ils les abandonnent, ils les réabandonnent parfois. Donc, voilà, ils ont vraiment besoin de vous. Et puis voilà, vous dire que le storytelling, c'est amusez-vous, vous allez voir, c'est vraiment génial. Pensez pas qu'il faut être un Victor Hugo pour faire du storytelling. Prenez n'importe quelle méthode, essayez-la et vous allez voir que c'est vraiment du bonheur. Et je voudrais terminer donc par une histoire avant de voir les questions. Juste vous dire que vous proposez un petit voyage dans le temps. Un petit voyage dans le temps dans les années 80. Nous sommes dans les années 80 et à l'époque, se lancer dans le cirque, c'est déjà un vrai défi. C'est ce qu'on appelle un océan rouge. Il y a déjà énormément de cirques qui sont en place. Il y en a
c'est très, très concurrentiel, très compliqué. Et pourtant, Guy et Gilles ont une troupe. Ils ont une petite troupe, mais ils n'ont pas les moyens en plus ils ont pas les moyens d'acheter des animaux, de s'occuper d'animaux pour le cirque. Et puis en plus, c'est pas trop leur truc de faire travailler des animaux. Alors, lancer un cirque dans les années 80, sans éléphants, sans chevaux, sans qu'est-ce qu'il y a d'autre que sans otaries, enfin, c'est très très compliqué. C'est un défi qui est complètement fou. Et pourtant, Guy et Gilles, ils vont lancer ce cirque-là. Dans les années 80, ils lancent un cirque sans animal. Ils lancent un cirque qui n'est pas comme les autres. Ils lancent un cirque à qui il manque quelque chose. Eh bien, dans les années 80, Guy et Gilles viennent de créer le Cirque du Soleil. Alors, si vous avez des défauts, s'il y a des choses qui vous manquent, si vous pensez que c'est quelque chose qui est un petit défaut chez vous, ben vous pouvez aussi en faire une grande force. Et donc, voilà, je vous invite à vraiment mettre en avant tout ce que vous n'êtes pas, tout ce que vous ne faites pas. Et puis, je vous invite aussi à raconter votre histoire et je vous souhaite autant de succès que Guy et Gilles. En tout cas, je vous souhaite une aussi belle aventure que celle qu'ils ont vécue avec le Cirque du Soleil. Voilà, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, bien entendu, je suis complètement ouvert. Darren va revenir, je pense, dans quelques instants, ou peut-être qu'on va voir s'il y a des questions qui... Je peux revenir maintenant si tu veux, Sébastien. Alors moi, je voudrais te remercier parce que c'est la deuxième fois que je vois cette présentation et à chaque fois, j'apprends quelque chose. Donc, c'est absolument magnifique. Donc, je te remercie. Tu as toujours été là pour moi avec mes questions après aussi. Donc, je te remercie pour ça aussi. N'hésitez pas, hein, vous pouvez en abuser par rapport à l'adresse email de Sébastien. Il est très présent et toujours là pour répondre. Donc, je te remercie énormément. Je pense que tout le monde a apprécié. J'ai affiché tout à l'heure les messages de chacun. Donc, voilà. Et puis, là, il y a encore un message. Merci à Darren et aux membres présents. SAF Consulting de Prisma Business 51 vous dit « Be strong together ». Ça, je suis d'accord. C'est Sébastien qui va traduire puisqu'il est bilingue. Et encore bravo à Sébastien. Merci beaucoup. Merci. Mais justement, Darren, quand on avait parlé du storytelling, tu disais toi-même que c'était quelque chose que tu savais pas vraiment si tu l'utilisais ou pas. Et en fait, quand j'étais venu la première fois au Prisme Business de Marseille, et bien en fait, c'est ce qui a déclenché en fait mon intérêt, mon réel intérêt pour le club. C'est la façon dont tu en as parlé, c'est l'histoire que tu as racontée. Et qui a été écrite comme l'épopée du héros, c'est-à-dire tu as parlé des différents clubs que tu avais eus, des problèmes, de ce qui te manquait dans les clubs et de pourquoi, en fait tu as parlé de ton pourquoi, de pourquoi tu avais créé Prisme Business. C'est ça qui m'a donné envie de venir. Ouais, je pense qu'on est beaucoup en fait qui utilisent le storytelling mais sans le savoir. Et ce qui nous permet avec ce que tu nous as exposé ce soir, c'est de mettre une structure, une véritable structure derrière pour s'améliorer. Mais effectivement, je pense qu'on est beaucoup maintenant, même consciemment, j'écoute les personnes en face et je me rends compte qu'ils sont en train de faire du storytelling. Mais je suis pas sûr qu'eux, ils le savent. Oui. Donc, ça arrive. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Donc, je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. Eh ben, il reste à souhaiter une bonne soirée à tout le monde et je vous dis à la prochaine où on va présenter autre chose sur un autre sujet, peut-être aussi avec Sébastien, il va peut-être revenir avec d'autres sujets pour nous à voir. Donc, je vous remercie, je souhaite une bonne soirée à tout le monde et je vous dis à très, très bientôt. Merci, bonne soirée. Ciao. À bientôt.